Merci d'être là ce matin pour cette matinale avec Lumines. Je me présente rapidement, je suis Alexandre Silan de Finance Innovation. Donc, je suis en charge de la partie gestion et finance d'entreprise au sein de Finance Innovation. Et j'ai le plaisir de vous laisser en très bonne compagnie ce matin. Merci. Bonjour à tous, merci Alexandre pour ce propos introductif et merci de nous accueillir dans les locaux de Finance Innovation. Bienvenue à cette matinale autour de la conformité où nous allons explorer ensemble comment l'intelligence artificielle va révolutionner ce domaine. Je suis ravi de vous accueillir ce matin, ici donc au Palais Brognard. Et merci à Finance Innovation ainsi que Lumines d'avoir organisé cet événement. Je suis Junior Boulès et je suis aujourd'hui le président de séance, donc c'est pas moi que vous venez écouter, hein, c'est nos experts ici présents et je suis très honoré d'introduire cette session qui s'annonce passionnée et riche avec des échanges et l'objectif que nous avons c'est que vous repartiez d'ici avec des éléments pratiques, un kit je dirais justement avec des insights pour justement on va dire mettre en œuvre les différents projets de transformation que vous pourrez avoir. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons découvrir ensemble comment l'IA peut automatiser les processus de conformité, réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle des services financiers. Ça tombe bien, c'est ce que l'on avait effectivement sur le titre de la conférence. Et avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos différents experts, dont justement l'expertise et l'expérience vont pouvoir nous éclairer tout au long des prochaines minutes. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à tout un chacun et vous laisser la possibilité de vous présenter en 1 ou 2 minutes grand maximum. Je commence. Bonjour à tous, Julien Char, je suis président et fondateur du cabinet de conseil Open Bank, un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale sur tout ce qui est transformation des paiements, enfin du transaction banking, paiement, cash management, correspondent banking et commerce international. On est un petit cabinet, on adresse les corporates, les banques et les startups qui veulent grossir. Et la stratégie en fait d'Open Bank, c'est surtout de s'allier avec d'autres partenaires pour rentrer en profondeur sur des thématiques très particulières comme le paiement. On a réalisé par exemple une mission stratégique chez Natixis en début d'année sur le correspondent banking en s'appuyant en fait sur des consultants indépendants et sur un cabinet belge. Donc on n'a pas de frontières. Voilà, je laisse la parole. Bonjour à tous, donc Nathalie Moreau, je suis directrice commerciale chez Lumines. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Lumines, nous sommes une ETI française de 1400 personnes, 1400 collaborateurs en France mais également présents à l'étranger. Et nous sommes des spécialistes de l'optimisation des parcours utilisateurs et de l'automatisation des processus métiers. Dans le contexte du processus KYC, nous avons développé une plateforme qui permet d'automatiser, d'industrialiser l'ensemble des contrôles du KYC, de la phase de diagnostic jusqu'à la génération d'un rapport KYC en passant par les phases de collecte et de contrôle de pièces. Nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Bonjour, donc moi je suis Loïc Nunez, je suis directeur Lab Innovation pour le groupe Lumines. Ça représente environ, si on parle vraiment d'ingénierie chez Lumines, on a environ 250 ingénieurs. Et sur ces 250 ingénieurs, on a environ 50 ingénieurs qui sont vraiment tournés vers la R&D, vers l'intelligence artificielle et vers l'amélioration des processus. Donc on a une force importante à ce niveau-là. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Lumines sur tout ce qui est intelligence artificielle liée à des processus automatisés et notamment sur des problématiques industrielles. C'est vraiment l'enjeu chez nous, c'est l'industrie et le mix toujours humain-technologie. Merci beaucoup. Et donc je termine. Sébastien Ferreri, je suis directeur associé chez Finnegan, qui est un cabinet de conseil français, indépendant, spécialiste des transformations métiers, réglementaires et technologiques. Alors on est à peu près 400 consultants, on intervient en particulier dans le secteur de la finance. Et j'y suis en charge de toutes les activités liées au digital, à l'innovation et au parcours client. Donc à ce titre, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur
beaucoup de sujets d'optimisation de parcours, souvent appuyés par des accélérateurs technologiques, comme ceux dont on va parler ce matin, des sujets autour de l'automatisation aussi bien sûr, et de l'IA de façon un peu plus large, avec des trajectoires IA chez pas mal de nos clients, et on va en reparler. Merci à tous pour vos présentations respectives. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment va se passer cet échange? Donc, dans un premier temps, on va commencer par dresser justement une présentation des enjeux, afin de comprendre le contexte dans lequel nous sommes, autant sur la dimension réglementaire, politique, je dirais, au sens où effectivement il y a pas mal de choses qui se font au niveau donc, de la création de l'AMLA, qui aura son siège à Francfort, et toutes les questions que ça va poser en termes de coordination et de supervision des politiques de réglementation en termes de conformité, la partie business, parce qu'à la fin, ça reste des enjeux business in fine, et le volet technologique, autour notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va essayer de présenter de façon très concrète, je dirais pratico-pratique, si je me permets le néologisme, pour illustrer ces cas d'usage et comment ils peuvent être créateurs de valeur pour les services financiers. Et enfin, on essaiera de donner des perspectives futures sur ce que ça veut dire justement l'utilisation de l'IA dans la conformité, les prochaines étapes et comment est-ce que l'on peut continuer à innover dans ce domaine. Donc merci à tous d'être présents et sans plus tarder, on va démarrer donc, sur cette présentation des enjeux. Ma première question va s'adresser à Julien et j'aimerais, Julien, donc je vais tutoyer tout le monde, hein, voilà, c'est tout à fait normal. Et Julien, j'aimerais en fait que tu nous donnes, selon toi, quelle est ta vision des difficultés que rencontrent les directions de la conformité. Selon moi, en fait, la première difficulté, en fait, c'est l'évolution réglementaire. Un environnement en fait qui évolue rapidement. On a vu par exemple dans tout ce qui est paiement, la DSP2 qui est entrée en place et la DSP3 qui est en train d'arriver sur la directive des paiements. Il y a MiCA, il y a PSR, enfin il y a plein de réglementations qui fait en fait que ça évolue très très vite et qu'il faut à chaque fois être au courant et se mettre à jour rapidement en fait. Donc ça c'est une des principales contraintes. Surtout que les grands groupes, que ce soit des banques ou des grandes entreprises, sont dans différentes juridictions en fait. Et c'est ça qui rend encore la complexité plus difficile. Après, je dirais qu'il y a sans doute un problème de ressources. Il faut tout le temps allouer du budget pour justement mettre à jour ces réglementations. Donc il faut trouver des personnes, il faut qu'elles soient compétentes. Donc c'est une principale difficulté. Après, il y a la technologie qui arrive. Il faut collecter l'information, il faut la traiter, il faut la stocker, il faut l'étudier. Et puis ce qu'on voit dans les différentes organisations et notamment dans les banques, c'est qu'elles utilisent des systèmes qui sont très hétérogènes. Donc il y a une difficulté en fait de communication et de qualité de la data, je dirais. Et puis le dernier point, c'est une coordination entre les différents départements, notamment pour émettre des rapports réglementaires, des audits réglementaires qui doivent être faits. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre les différentes personnes. Merci Julien. Et pour donner justement des éléments de chiffres par rapport à ce qui s'est dit, donc quand on regarde le coût de fabrication d'un produit ou d'un service financier, on constate que la part du réglementaire par rapport aux différents axes que Julien vient de préciser représente entre 50 et 60% justement de ce coût de fabrication, donc de ce produit ou de ce service, qui nécessite justement cette nécessité de trouver des leviers de transformation, notamment technologiques, pour pouvoir essayer aussi de conserver la valeur. Alors si je peux rebondir, juste parce qu'il y a eu des initiatives justement de partage, notamment sur le KYC, de partage en fait entre différentes banques, KYC.com, mais finalement ça n'a jamais marché. Donc on voit que, je sais qu'il y a aussi une initiative de la Banque de France qui cherchait à partager les données en fait des différents acteurs bancaires en cryptant la donnée, mais finalement je crois que c'est tombé à l'eau. Me semble-t-il.
Donc il y a des initiatives de partage de données qui vont dans le bon sens, mais pour l'instant, il n'y a rien de matériel. Merci Julien. Sébastien, si tu peux peut-être aussi toi donner ta vision de ce que pourraient être les enjeux auxquels font face les directions de la conformité. Alors, au-delà des enjeux de la conformité, hein, pour compléter ce propos introductif, je me propose de vous faire un petit panorama des enjeux autour de l'IA au sens large. On a vu en parallèle en 2023 un certain nombre de faits d'actualité autour de l'IA générative qui ont déclenché des grands projets au sein des institutions financières autour de l'IA. Donc on a vu beaucoup de sollicitations autour de ces thématiques-là. Les directions financières et les banques plus largement, les institutions financières, sont très impactées et à des niveaux de je dirais, maturité très différents, très variés autour de ce que peut être une trajectoire IA. Donc globalement, une trajectoire IA, ça se décompose de la façon suivante. Si j'essaie de faire un petit overview de où en sont les banques, il y a la définition d'une stratégie, globalement, la définition d'une gouvernance et d'un cadre d'infrastructure, la définition, la réalisation de use case autour de l'IA, et puis de la conduite du changement. C'est toujours un peu la même structure. En termes de stratégie, si on les regarde un peu un par un, la stratégie, elle est à ce stade plus du niveau de réflexion de comment on y va, plutôt de est-ce qu'on y va. Là, ça, c'est quelque chose qui est partagé par toutes les banques et par toutes les directions financières. La question de est-ce qu'on met de l'IA ou pas, elle est un peu éclusée déjà. Et donc sur cette partie-là, de savoir quel cas d'usage on peut avoir, je vais en citer quelques-uns. On retrouve, globalement, c'est toujours un peu les mêmes catégories. C'est l'exploitation des données clients, la création de nouveaux services, l'accroissement de l'efficacité opérationnelle, et puis l'amélioration du pilotage. C'est tout le temps ces catégories-là. Là où dans les directions de la conformité autour de nos thématiques de ce matin, ce qu'on va retrouver en particulier, qui est un peu commun à tous les organismes au sein desquels on intervient, on va avoir des choses autour de l'identification des cas de fraude, on va avoir des gros enjeux autour de l'aide à l'acceptation des dossiers de financement, on va avoir des sujets sur la complétude des dossiers, le déliassage aussi. On a des gros packs de documents de nos clients qui nous arrivent avec est-ce que mon dossier est complet, comment je le découpe, ce genre de choses. Puis des choses plus spécifiques au niveau de certains documents qui sont très compliqués à étudier de façon générale. L'analyse des bilans, des statuts, gros documents. Le fait de récupérer les montants des revenus dans un bulletin de salaire. Voilà, quelques exemples des problématiques qui interviennent, qu'on voit souvent. Après, je vais aller vite sur la partie gouvernance et infrastructure. On voit aussi des niveaux de maturité assez divers là-dessus, avec des questions autour de la place de l'IA dans l'entreprise, quelle organisation autour de ça. Donc on aide beaucoup à structurer les entreprises autour de cette organisation IA. Il y a des sujets autour de la gouvernance des données, des solutions utilisées, de où sont hébergées ces données, ces solutions, de la souveraineté qui peut être associée à ça, évidemment. Et aussi une grosse thématique qu'on voit, c'est sur quelle est la posture de l'entreprise vis-à-vis de l'utilisation de l'IA générative. Donc les quelques grandes questions de gouvernance. Sur la réalisation des cas d'usage, moi je vois deux cas qui font que c'est très différent et très éparse autour de ça encore pour beaucoup de banques et assurances. C'est des initiatives qui peuvent être menées soit par des métiers, souvent en chambre, en direct avec des fournisseurs, et donc avec peu de rationalisation de l'approche au sein de l'entreprise, soit à l'opposé, par des data scientists dans des data labs, avec peu de liens avec les enjeux métiers. Pour moi, il y a un gros enjeu autour de cette réalisation des cas d'usage qui est pas encore complètement bien amené. Et le dernier point, c'est la conduite du changement. J'en finirai par là.
rapidement. C'est la sensibilisation des collaborateurs. Aujourd'hui, on en est là dans la plupart des entreprises. C'est un sujet complexe, l'IA. Je pense qu'on va revenir sur la partie technique. Mais je pense qu'il est important, pour bien appréhender ce qu'on peut faire avec l'IA, ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA, d'avoir une connaissance d'un vernis technique pour pouvoir appréhender les limites de ces solutions. Et ça, c'est très dur à diffuser dans les organisations. Du coup, quelques exemples comme ça, quelques anecdotes. On a des directions qui se rendent compte aujourd'hui, en lançant leur trajectoire IA suite à la mode de 2023, que en fait, elles utilisent l'IA depuis une dizaine d'années dans certaines de leurs solutions. Des IA classiques, pas génératives. On reviendra peut-être sur cette distinction-là. Mais c'est pas nouveau. Et on redécouvre ça. Et inversement, dans des sondages qu'on a fait auprès de collaborateurs, je vais donner quelques chiffres, il y a 20%, dans une des banques dans lesquelles on intervient, 20% des collaborateurs qui n'avaient soit jamais entendu parler d'IA, soit qui avaient entendu vaguement parler, mais jamais même utilisé ou joué avec, par exemple, pour le degré de maturité. Un autre chiffre, 45% des collaborateurs qui se disent préoccupés par les sujets IA et les impacts dans l'entreprise. Et un dernier, 70% qui déclarent formellement n'être pas du tout assez préparés à l'usage de l'IA dans leur quotidien, dans leur travail. Donc voilà, en synthèse, je pense que c'est au sein des directions de la conformité, comme dans le reste de l'entreprise. Alors il y a des cas d'usage spécifiques, mais on est au début d'une transformation, quoi. Et ce qui pose effectivement, comme tu l'as dit, des enjeux en termes de conduite du changement et d'implémentation de solutions concrètes et pratiques pour réussir. Donc ça me permet de me tourner vers Nathalie et Loïc. Donc on va commencer par Nathalie. Donc face à ce que Julien et Sébastien viennent de dresser là en quelques mots qui nous ont donné quelque part, on va dire, un peu le panorama, je dirais. Aujourd'hui, quelle réponse justement l'IA, selon vous, donc selon Lumines, peut apporter donc dans le cadre de la conformité? Alors déjà, je pense que notre vision chez Lumines, c'est que l'IA doit se positionner comme copilote de la direction de la conformité. En fait, l'IA doit apporter de la valeur à un processus KYC qui lui-même doit être auditable, équitable et industriel. Donc ça, c'est le premier point. Pour ça, l'IA, en fait, notre vision, c'est que ça doit traiter la masse des dossiers. C'est de la façon la plus automatique et fiable possible et ne faire remonter, en fait, pour un traitement plus manuel, pour des contrôles complémentaires, que certains dossiers, et ce, en fonction des règles de conformité de chaque entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et on le voit dans quelques exemples. On va traiter automatiquement un justificatif de domicile avec une adresse à l'étranger et par ailleurs, soit dans le système d'information, soit sur un autre document, la personne est censée résider fiscalement en France. Donc ça pose sujet. À partir de ce moment-là, bien entendu, il va falloir soit un contrôle complémentaire, soit réclamer des documents complémentaires pour valider l'ensemble du dossier sous l'angle KYC. De la même façon, on parlait de bulletin de salaire, avis d'imposition. Un avis d'imposition avec des revenus à plus d'1 million d'euros peut poser question et peut demander là aussi des contrôles de conformité complémentaires. Voilà, notre vision, c'est vraiment que l'IA, c'est un moyen et c'est une aide formidable si c'est bien utilisé pour la direction conformité. Donc, si je comprends bien, quelque part, on est dans un cas où l'IA, donc c'est un premier enseignement, doit en fait permettre de gérer par exception. Donc, c'est-à-dire faire rentrer rapidement pour des notions de vitesse qui doit en fait accélérer ce que tu disais, Sébastien, sur l'acceptation des dossiers clients. Donc, on pense toujours cette notion de business et en fait, effectivement, gérer les cas qui posent problème, donc savoir trier le bon grain de livret, si je peux me permettre. Donc, par rapport à ce que Nathalie vient de dire, Loïc, pour faire cela,
quelles sont les technologies les plus adaptées. Parce que Sébastien a commencé par expliquer qu'il y avait des sujets d'IA classique, d'IA générative. Tout le monde dit qu'il fait de l'IA, hein, parce qu'on a été amené à faire un peu des requêtes sur ChatGPT ou que sais-je. Est-ce que tu peux essayer de très rapidement de nous démystifier cela et nous dire justement, pour expliquer et donner des enseignements à l'assistance, les technologies qui semblent les plus adaptées pour répondre au cas d'usage qu'on vient de présenter. Oui, tout à fait. Si on reste dans la conformité, moi j'identifie 4 grandes, si on souhaite prendre l'intégralité de ce qui peut être dans la conformité, pas l'IA, mais plutôt les IA, finalement, il y a plusieurs IA et finalement c'est des profils différents finalement qui vont travailler sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on a des ingénieurs qui ont des assez pluridisciplinaires, mais aussi qui ont des visions un peu différentes. J'ai pris 4 grands thèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le machine learning, la data science, c'est-à-dire cette capacité d'avoir des IA auto-apprenantes qui évitent dans lequel on n'a pas réellement besoin de coder, sur lequel on va lui fournir, notamment dans la finance, on a de la masse de données, donc on peut les utiliser pour apprendre, améliorer, analyser, avoir cette capacité de sentir aussi, de sentiments dans les changements. Alors on ne va pas parler de sentiments sur la partie sémantique, mais là, de sentiments dans les changements comportementaux. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. C'est certainement la partie où il faut le plus investir encore aujourd'hui. On en parle un peu moins. C'est vraiment ça, à la limite, elle a été totalement occultée par celle qu'on va voir juste après. Mais ça reste quand même l'approche la plus rapide et la plus sûre en termes de performance. C'est-à-dire, vous êtes sûr que si vous faites 2 fois la même analyse, vous aurez 2 fois le même résultat. Et ça, c'est important, parce que quand vous êtes dans la conformité, la traçabilité, la preuve d'audit, c'est des choses importantes. Et cette IA-là, il y a encore 2-3 ans, elle était encore mise un peu en doute, hein, sur même les directions, sur le fait de se dire est-ce qu'on peut réellement l'utiliser. L'arrivée des ChatGPT et compagnie a totalement dit ok, cette partie-là, finalement, elle est sûre. On crée des modèles. Ces modèles, c'est des modèles mathématiques qui sont relativement sûrs. Et on a aujourd'hui la plupart des traitements vont quand même se baser là-dessus, de ce fait, cette capacité en vitesse et en qualité et en mesure. Le deuxième, c'est la grande famille, c'est ce qu'on appelle les TAM, c'est-à-dire les traitements automatiques du langage naturel. C'est venu de là. Alors nous, on fait ça depuis pas mal d'années. Au départ, c'est vraiment tout bête. C'est la capacité de déterminer c'était quoi la lettre qui va arriver après une autre dans un mot pour un OCR. C'est ça le base, hein. On a créé partie de ça. Et on a essayé d'y mettre une énorme masse de données. On a vu qu'il était capable d'aller beaucoup plus loin qu'un mot et de générer des phrases et des phrases logiques. Et c'est de là qu'arrivaient les fameuses LLM. Donc c'est vraiment la deuxième partie. Alors il faut investir là-dessus parce que ça permet réellement de casser le plafond de verre des systèmes qu'on avait avant sur des données qu'on estimait trop complexes à traiter du fait de l'hétérogénéité, du bruit qu'elles génèrent. Et donc ça permet finalement de sortir ces cas-là. Mais aujourd'hui, chez Lumines, on utilise ces modèles-là plutôt en dernier recours. Pour 2 raisons. La première, c'est que elle n'est pas systématique, on n'aura pas systématiquement les mêmes réponses, on va pas remettre et si on commence à vouloir avoir quelque chose de très systématique, finalement on est en train de créer le modèle qui est au-dessus, c'est-à-dire du machine learning. Et le deuxième, c'est le coût, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un coût énergie-effort qui est important. On est tous conscients aujourd'hui de cette logique-là de réduction de l'énergie de cette partie-là, et il faut donc vraiment le doser au bon endroit, c'est-à-dire que c'est vraiment à venir intégrer en plus. Et puis on est encore un peu au milieu du gué, hein, sur cette partie-là, sur quelles sont les bonnes solutions, la gouvernance, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure. La troisième, c'est pas nécessairement des IA, mais c'est vraiment la partie, et pour nous c'est vraiment des profils très spécifiques, c'est tout ce qui est lié à l'identité. C'est-à-dire que la logique de la transformation de l'identité physique ou de l'identité digitale, c'est un métier. C'est pas uniquement de la data science, c'est pas uniquement du LLM. C'est un métier complet. Et donc, si on souhaite prendre l'intégralité de ce traitement, il faut réellement monter des personnes dédiées à cette particularité-là, qui est la technologie sur l'identité. Et puis j'en ai gardé un 4e qui est sûrement celui qui va arriver dans la foulée. C'est ce qu'on appelle les LAM, les Large Automation Model. C'est finalement ces systèmes d'automatisation. Alors avant on parlait de RPA.
Aujourd'hui, on va arriver sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus évolué, beaucoup plus adaptatif, et qui vont permettre de faire réellement le lien entre le passage qu'on va avoir entre le physique et le numérique. C'est-à-dire, on va avoir des personnes full digitales, des personnes qui sont pas du tout digitales, et ces systèmes-là vont permettre de créer des liens et aussi permettre d'aller chercher de l'information qui n'est pas toujours aussi digitale qu'il y paraît. Il va falloir avoir des robots et ce système-là, on va beaucoup en parler. Alors, vous allez voir vos téléphones bientôt qui vont vous réserver des billets de train en faisant un virement en automatique. Ces systèmes-là, on va les utiliser aussi industriellement pour adapter notre capacité à rajouter de l'automatisation, rajouter sur des tâches qui sont plutôt simples, mais qui peuvent être adaptatives. Et c'est vraiment ce RPA réellement intelligent, parce qu'on parlait beaucoup de RPA, mais ça restait assez basique. Et aujourd'hui, on va avoir avec ces LAM, ces Large Automation Model, une capacité comme les LLM, mais dans l'action. Et ça va, c'est ça. En 2025, on parlera plus que de ça, je pense. Merci Loïc. Donc si je comprends bien, pour essayer de garder le fil conducteur par rapport aux propos qui ont été dits tout à l'heure, Nathalie insistait justement sur cette nécessité d'avoir une gestion par exception d'une certaine manière. Et derrière, effectivement, dans ton propos, ce que je retiens, c'est que en fonction des cas d'usage qui ont été présentés par Julien et Sébastien, il y a cette nécessité d'identifier quelle est la bonne approche technologique d'une certaine manière pour pouvoir typiquement quand on parlait tout à l'heure de travailler sur des cabis, sur les cabis à la limite, travailler sur un rapport d'entreprise. Aujourd'hui les systèmes de machine learning ont pas mal de difficultés à ressortir vraiment alors que les LLM là-dessus ils s'amusent bien et ça donne vraiment des résultats intéressants qu'il faut après souvent réinterpréter par une autre IA qui elle-même d'ailleurs donne un peu plus. Donc finalement c'est bien cette combinaison, mais on va comme ça avoir des briques. Il faut vraiment imaginer ça, ces IA, ces agents comme des briques qu'on utilise au meilleur moment et pour limiter finalement le risque, parce que la plupart des expériences qui sont faites en se disant je vais faire que aujourd'hui du LLM, ChatGPT, elles aboutissent rarement à quelque chose de très industriel. Elles ont un effet super waouh, mais donc voilà, on va les utiliser de parcimonie, mais combinés souvent. Et avec si je comprends bien vos propos à chacun, cette dimension conduit du changement de l'humain qui reste indispensable et prépondérable en fait de ce que je comprends ou ce que tu disais Nathalie, où il y a cette nécessité d'aller dans l'analyse un cran plus loin, d'avoir aussi l'expert métier qui soit capable de qu'est-ce que ça veut dire ce revenu à 1 million d'euros, ou est-ce que c'est le gros doigt où on a rajouté un zéro en trop, et d'aller justement de servir de l'IA comme un premier gros filtre, et pour justement on va dire concentrer l'expert métier sur une analyse on va dire plus poussée. Vas-y Sébastien. Oui, pour illustrer ces quelques points-là, il y a un cas qui me vient en tête. Quand on met en place des parcours KYC comme ça, tout automatisés, avec des solutions de RADLAD basées sur des modèles d'IH direct classiques, les utilisateurs, ce qui revient souvent, c'est « je comprends pas, moi j'arrive à la lire, la pièce ». Elle est un peu floue, il y a un petit reflet, mais moi j'arrive à la lire. Pourquoi l'IA il n'y arrive pas? Alors en effet, compte tenu de la façon dont elle fonctionne avec une IA classique, elle a des difficultés que l'humain n'a pas. Et inversement, sur des gros statuts, des bilans, des choses comme ça, une IA classique, elle va se bananer à chaque fois parce qu'elle va chercher, sur la base de tout ce qu'elle a appris avant, l'endroit où elle est censée retrouver telle ou telle information de bilan ou telle information de revenu. Et c'est censé être un peu toujours la même chose, sauf qu'il n'y a pas un statut qui est égal à l'autre, il n'y a pas une fiche de paye qui est égale à l'autre. Et donc la seule IA qui va s'en sortir à peu près à ce niveau-là, c'est une IA qui est plutôt générative, avec des LLM, qui va regarder du contexte, et elle va trouver tout de suite le bon truc, parce qu'elle va, avec plein de guillemets, comprendre le contexte. Donc la conduite du changement, c'est avoir ce petit vernis de savoir pourquoi une IA ne va pas réagir comme un humain sur des problématiques similaires et avec des taux de reconnaissance sur des problématiques qu'on a priori on ne comprend pas trop bien, quoi. Merci. Donc passons maintenant sur cette dimension concrète d'illustration, maintenant que l'on a posé les enjeux. Donc
Est-ce que vous pouvez nous illustrer, justement Nathalie, de façon concrète ce que vous avez pu voir justement côté Luminet? Est-ce que vous avez quelque part un historique qui est assez impressionnant, je dirais, en termes de longévité? Donc vous avez vu justement ces transformations finalement, je dirais, du papier vers le digital. Et aujourd'hui, vous, en tant que prestataire de documents, qu'est-ce que vous avez pu observer de façon très concrète justement sur cette transformation? Alors, déjà, il faut voir, parce qu'on parle de beaucoup d'approches, que nous, ce que nous proposons, c'est une plateforme qui, justement, intègre l'ensemble, en fait, de ces approches technologiques, que ce soit du machine learning, que ce soit des LLM, etc., etc. Et puis c'est une plateforme qui est plus large, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un process de bout en bout. Maintenant, si on revient au niveau des cas d'usage et des enjeux en fait qu'on a de nos clients, si on reste un peu collé à ce qui a un lien plus particulier avec l'IA, en fait, moi, je verrais, je peux citer 3 enjeux en fait qui reviennent régulièrement au niveau de nos clients. Le premier enjeu, c'est le fait de solliciter le moins possible en fait ces clients sur de la remédiation. C'est un vrai point et en fait très souvent on nous dit ben voilà, on a une base GED, cette base GED on sait qu'on a des choses dedans mais on ne sait pas exactement ce qu'on a. On voudrait pouvoir faire le tri dans cette base GED pour être capable de déterminer quels sont les dossiers qui doivent réellement passer en remédiation et ceux pour lesquels en fait on a tout ce qu'il faut. Donc ça paraît simple comme ça sur le papier. Mais c'est jamais trivial. Voilà, je reprendrai le wording d'un de nos clients qui disait en fait c'est comme chercher dans une grosse bassine. Et une grosse bassine aussi mal rangée que la chambre de nos ados, quoi. C'est à peu près ça. Donc, en fait, il va falloir que l'IA soit en capacité d'aller rechercher les bonnes pièces et d'aller extraire l'ensemble de ces pièces pour vérifier leur conformité. Donc ça, c'est un premier point. Ça a quand même 2 impacts majeurs. Le premier, on en parlait, c'est de moins solliciter ses clients et on sait très bien que cette sollicitation peut être agaçante. Même nous, tous autant qu'on est, quand on a une sollicitation de la banque, une sollicitation de votre assurance, de votre loueur, et que ça, plusieurs fois par an, alors qu'on a déjà l'impression d'avoir fourni ces pièces, ça peut agacer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la remédiation, le fait d'aller demander à son client des pièces, ça a un coût. Parce qu'il va falloir lui envoyer des campagnes de communication, du mail, du courrier papier, éventuellement de la relance téléphonique, et ça plusieurs fois pour, au bout du compte, pas obligatoirement récupérer les pièces. On le voit quand on lance comme ça des grosses campagnes de remédiation. Il y a 30%, on va dire, des dossiers sur lesquels on n'arrive pas à récupérer les pièces, même si il y a eu tout ce qu'il faut derrière en termes de communication et de relance pour aller rechercher. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est plus sur la partie entrée en relation. Là, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Il faut aller au bout de la souscription de l'acte de vente, et ce, en fait, avec un contrôle qui doit être le plus rapide possible au niveau et le plus automatique possible au niveau des pièces qui sont déposées. Donc là, en fait, dans notre solution, on a intégré la possibilité de faire ce contrôle de pièces en temps réel. Donc ça permet d'avoir en moins de 10 secondes pour une pièce d'identité et moins de 1 seconde pour un certain nombre de documents du KYC, mais c'est plus large que ça. Un retour, si la pièce est conforme ou pas, et ce, de façon automatique avec un taux d'automatisme au-dessus de 95%. Donc on voit que le niveau d'automatisation est excellent. Néanmoins, on a des clients, entre autres, je peux citer la BNP, qui eux voulaient 100%. Donc aucune IA ne fait du 100%. Donc on a rajouté en fait un service opérateur qui en moins de 3 minutes est capable de faire du 100%.
pour aller au bout de la souscription, au bout de l'acte de vente, et ce, de 6h du matin à 23h, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Voilà, donc là c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est la combinaison de notre savoir-faire en tant qu'éditeur et également de notre métier de prestataire sur lesquels, du coup, on peut proposer des services globaux. Le troisième point, c'est quelque chose qui est peut-être plus récent, mais nos clients nous ont beaucoup sollicité sur ce point-là. C'est le fait d'être capable de détecter des différences, de détecter des changements de statut, si on prend les PMO, les personnes morales, de changement de statut au niveau de la personne morale, et de pouvoir le faire remonter dans notre solution KYB pour pouvoir déclencher des actions par rapport, et pour pouvoir faire un KYC dans ce contexte-là. Donc là, on va interroger des bases externes qui vont nous permettre de pouvoir faire cette analyse et de pouvoir nous remonter cette alerte, et ainsi pouvoir déclencher le KYC adéquat. Donc voilà, quelques cas d'usage, mais là je reste très collée à la partie IA. Il y a beaucoup plus de choses que ça dans notre plateforme KYB, mais voilà, on peut rester proche de la partie IA. Mais merci Nathalie. Finalement, ce que je retiens, et je pense que c'est un des messages forts là, qui a été passé, et d'expérience, on va dire, si je peux me permettre, c'est rare d'avoir un éditeur justement qui dit mais en fait l'IA n'est pas magique, ne fait pas tout, et à un moment donné il faut de l'humain pour être capable aussi de faire le dernier kilomètre, hein, si je peux me permettre l'illustration de la livraison quelque part et du delivery. Peut-être un petit complément Loïc en quelques mots par rapport à ce que Nathalie a dit. Est-ce qu'il y a des éléments justement sur lesquels tu voudrais rajouter une vision ou des convictions? Oui, bien sûr. Ce que disait Nathalie, dans tous les sujets qu'elle a donnés, on va utiliser effectivement des systèmes d'IA, ce que je dis, différents, et ils sont vraiment intégrés de cette manière-là. Il y a aussi autre chose, on ne travaille pas seul. Lumines développe pas tout seul. Il a des partenaires aussi, hein, c'est important de le dire. Et c'est pareil, cette plateforme, il faut qu'elle soit capable de communiquer avec nos partenaires. Oui, alors... ce que dit Nathalie, on a aujourd'hui, on traite beaucoup de documents, donc effectivement on va passer beaucoup de choses, on traite environ 20 millions d'identités, plus de 400 millions de documents par an, donc on va passer énormément de choses, et on sait que les technologies qu'on va utiliser, elles changent aussi régulièrement. On a des agents dans le machine learning pour tout ce qui va être traitement, notamment dans l'identité, des choses comme ça, et sur lesquels on a des taux, des résultats. Alors notre posture, c'est toujours être capable de mesurer notre performance, de garantir un taux qualité et de s'engager sur ce taux. Et pour ça, la mesure, elle se fait par des humains. C'est qu'on a la chance, nous, d'avoir cette mixité technologie-humain qui nous permet, que c'est pas uniquement pour finir les derniers kilomètres, mais c'est aussi pour mesurer cette capacité et cette capacité à fournir la preuve qu'on est toujours dans les bons taux. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, c'est vraiment les LLM tels qu'on en parle, hein, qui aujourd'hui on rentre ça dans nos systèmes pour finaliser des documents qui sont aujourd'hui plus complexes, qui fait qu'avant Lumines on avait tendance à traiter des documents très structurés, et aujourd'hui on est dans quelque chose de totalement déstructuré. On n'hésite pas, on peut y aller, on peut l'intégrer dans cette plateforme, et avec cette capacité industrielle, parce que c'est important, hein, c'est de traiter des millions de documents, même déstructurés, et d'assurer un niveau de qualité. C'est quelque part, venez comme vous êtes. C'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on te dit, Nathalie, donnez-nous la vérité, souvent c'est OK, on va donnez-nous des documents. Et quand on parle de structure, c'est pas juste la structure du document, c'est la structure même du package que vous nous donnez. Le monde idéal, c'est donnez-nous les documents structurés, on va faire de l'analyse, on va descendre, on va faire de l'analyse. La vérité, c'est qu'on nous donne une sorte de grosse boîte et c'est un peu démerdez-vous. Et là-dessus, on sait faire. Et on a des très bons résultats, ce qu'on appelle le DLSH, c'est-à-dire de prendre des bacs. Le DLSH, vous le voyez d'ailleurs depuis tout à l'heure, il tourne. C'est un gros PDF et tout est restructuré automatiquement. La vérité, c'est voilà, on a des clients qui pensent être bien structurés, on en a qui le savent directement. Donc en fait, on va se permettre comme ça de pouvoir restructurer directement et donc
d'avoir une base solide pour pouvoir commencer à travailler finalement sans embêter le client. Ça, c'est la première partie, donc c'est cette capacité d'IA. Et puis on parlait un peu des robots, ce que parlait tout à l'heure des lames. Ça aussi, c'est important, c'est qu'on va essayer de... Enfin, on n'essaye pas, en fait, on va aller chercher de l'information dans des environnements différents, que ce soit, je sais pas, ça peut être l'infogreffe, l'IPI, enfin on peut avoir plein de données comme ça, sur lesquelles en fait on va aller chercher le maximum d'informations sans solliciter le client, ça veut dire et avoir la donnée la plus fraîche possible. Et il restera les derniers mètres, ce sera sur la communication client, c'est-à-dire sur la partie où on va aller chercher. Et même là, on va y mettre de l'IA. On s'intéresse de plus en plus aujourd'hui à typiquement les agents de communication pour se permettre d'aller chercher cette dernière information. Mais on a vraiment mis l'IA à toutes les branches, mais toujours avec cette mixité humain pour finir un peu le travail et assurer. Nous, on a dans des taux, ce qu'on aime, c'est 99,997. C'est le taux qui est à peu près garanti. Que si vous mettez deux personnes en train de valider la même chose, c'est à peu près le taux que vous allez atteindre pour des humains. Très bien. Le petit complément. Oui, je voulais juste rajouter un point. L'intérêt aussi parce que c'est vrai qu'on peut utiliser des IA directement. Nous, on propose une plateforme. Cette plateforme, elle permet aussi, comme le disait Loïc, d'agréger des services externes et également d'agréger des services que l'on peut proposer en complément. On parlait au tout début de la fraude. Donc, bien entendu, là-dessus, là aussi, la fraude, ça se base beaucoup sur des IA. Et en fait, on a développé une solution qui permet de détecter de la fraude sur de l'identité, mais également sur la fraude documentaire. Donc voilà, donc il peut là aussi être un complément en fait au process KYC. Et voilà, donc je voulais juste rajouter ce point. Mais merci Nathalie. J'aimerais justement là maintenant, et je vais te céder la parole Julien, qu'on regarde aussi le volet transaction. Parce qu'effectivement, dans les enjeux de la conformité, on a cette dimension un peu profiling, on a la dimension documentaire, mais on a le côté transaction et l'IA, c'est pas que d'une certaine manière ces deux volets que je viens d'expliquer, c'est aussi les transactions. On a des enjeux autour de l'instant payment et un volume de transactions avec les monnaies digitales et j'en passe. Et donc Julien, j'aimerais bien en fait par ta vision en tant que spécialiste finalement de la banque et de ces sujets-là, tu nous donnes aussi des exemples d'usage de cas concrets sur ce que ça veut dire que d'analyser les transactions dans le cadre en fait de la lutte anti-blanchiment notamment. Ben oui, complètement. Tu l'as mentionné, en fait, on va rentrer dans l'instant payment. Donc en gros, il va falloir en 10 secondes pouvoir faire un virement. Donc dans la nouvelle directive, la DSP3, il y aura bien sûr une vérification de l'IBAN du bénéficiaire. Donc comment on fait pour justement aller plus vite, automatiser le plus rapidement possible. Donc là, c'est là où bien sûr l'intelligence artificielle va jouer un rôle prépondérant. Parce que ça ne sera pas peut-être, ça sera oui ou non. Donc là, il faudra décider tout de suite. Donc pour moi, ça c'est ce qui est en train d'arriver sur les paiements et ça arrive très rapidement. Sur tout ce qui est paiement cross-border. Donc là, on utilise, vous savez, une banque de correspondance, en gros. Moi, j'ai un compte Société Générale, je veux faire un virement à un ami qui est en Tunisie. Malheureusement, enfin peut-être non, elle n'aura pas de compte. Donc il faut passer par une autre banque. Et du coup, là-dessus, il y a tout ce que tu mentionnais, le screening. Donc il y a des banques qui sont équipées, je ne vais pas les mentionner, mais qui ont des outils qu'elles ont développés en interne justement pour faire tout ce screening qui existe. Et après, il y a des outils comme par exemple Swift GPI qui permet de tracer en fait les transactions. Donc on peut imaginer qu'avec des patterns, en gros, au fur et à mesure d'identification de bénéficiaires, de flux de transactions, on va être capable d'identifier les transactions et de justement pouvoir faire le paiement. Il y a une autre start-up en fait qui fait du screening, mais qui fait le screening post-transaction en fait, et qui après justement alimente ces patterns pour justement pouvoir automatiser le plus rapidement possible. L'open banking, alors tout à l'heure on a parlé, c'est assez marrant parce que l'open banking à la base c'est le partage des données bancaires, mais c'est vrai que ça va au-delà. Avec FIDA par exemple, c'est Financial Data Access,
Et c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur je veux par exemple avoir un cabis ou un greffe du tribunal analyser un bilan, etc. Avant, on utilisait du web scrapping. Je ne sais pas comment vous faites pour obtenir ces données, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Demain, en fait, avec cette nouvelle directive, Financial Data Access, en gros, si la personne veut partager ses données, on pourra accéder à ce genre de données. Et donc, on pourra automatiser, on pourra mieux suivre le comportement des utilisateurs. Alors, j'ai un autre exemple aussi sur le commerce international. Alors, ça touche un peu moins de personnes, c'est tout ce qui est trade finance. Il y a eu une grosse fraude, en fait, à Singapour sur tout ce qui était commodities, sur du pétrole. Parce que vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que les montants sont tellement élevés qu'on demande un financement sur présentation d'une facture, en fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une facture qui a été présentée à plusieurs banques qui ont financé et refinancé. Il y a eu 2 milliards de pertes. Donc, c'est quelque chose, quand même, qui n'est pas négligeable. Donc, on peut imaginer, justement, qu'avec les nouveaux outils d'intelligence artificielle, on pourra prévenir. Et j'en reviens toujours au même constat, finalement, c'est qu'il faudrait un registre partagé. Et c'est là où... j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui veut s'occuper de ça, mais après, c'est toujours la complexité en fonction des différentes juridictions, comment on implémente ça. Là, par exemple, je travaille sur la dématérialisation des connaissements maritimes. Dès qu'on veut dédouaner des marchandises, par exemple, on doit présenter aujourd'hui un papier original. La loi est passée la semaine dernière pour qu'il y ait des titres transférables électroniques. Donc demain, on pourra arriver et dématérialiser. Le problème, c'est que dans le monde entier, comme ça transite dans le monde entier, tout le monde n'a pas la même loi et du coup, il y a une adoption qui est faible parce qu'il n'y a pas de framework global, en fait. Un dernier point, j'ai travaillé avec un groupe mutualiste qui travaille donc sur l'intelligence artificielle depuis 2017. Donc, ils ont commencé par l'intelligence cognitive classique, mais en fait, ils ont créé aussi en interne leur propre plateforme où il y a un outil d'investigation pour la lutte contre la fraude, l'entrée en relation, la pertinence des alertes sur les listes des sanctions, donc c'est ce que tu disais, la détection et la réduction des faux positifs, notamment sur les virements, la gestion des risques, veille et digitalisation, et la prédiction des tiers qui sont fragiles. Voilà. Un dernier point, je travaille avec une fintech qui s'appelle Trustable aussi et qui fait de la certification Audit Swift, parce que maintenant, Swift recommande en fait que tous ceux qui utilisent les plateformes, donc plutôt côté corporate et banque aussi, soient certifiés. Et donc, du coup, on peut imaginer que cette plateforme automatise justement les points de contrôle pour qu'on n'ait pas un audit classique où il y ait des spécialistes qui viennent, qui posent des questions, etc. En fait, il y a une plateforme commune et à partir de cette plateforme, on est capable d'avoir un modèle qui permet de définir si les points d'action ont bien été authentifiés. Et après, bien sûr, il y a un spécialiste qui vient, mais qui vient qu'une seule journée plutôt que de venir sur une mission de 2 mois, par exemple. De ce que je comprends finalement, c'est ce que tu viens de décrire, c'est très complémentaire de l'approche Lumines, qui est de dire en fait on a aussi des partenaires. C'est pas le Rubik's Cube qui fait à la fois le café, le thé et le service. C'est de se dire aussi on a des partenaires, on est capable de s'intégrer dans un écosystème. Et j'aime bien l'image finalement de venez comme vous êtes. C'est ce que tu indiquais Loïc avec Nathalie. Et nous on gère le reste, c'est-à-dire à la fois avec l'IA, mais également avec de l'humain, et on propose une approche globale, justement pour faire face aux différentes contraintes qui ont été évoquées, rappelées par Julien et Sébastien. Moi, ce qui me semble aussi intéressant, justement, de rappeler, c'est aussi que finalement, la mise en place des cas d'usage ne vont pas être les mêmes, qu'on soit, on va dire, côté front, sur des dimensions, parce qu'on parle business aussi à la fin, c'est ce que vous avez énormément présenté, qu'on soit proche de la LOD1, c'est-à-dire où on a des enjeux, justement, tu disais, d'acceptation, de transformation du prospect en client, et on est quelque part au début du parcours avec des vrais enjeux d'économie d'échelle et d'automatisation rappelés par Nathalie Loïc, avec des dimensions justement de LOD2, plutôt de direction de la conformité, parfois sur direction centrale, où là
j'intuite finalement, je me permets le néologisme, que là, la dimension humaine, et justement sur cette notion d'analyse plus poussée, va avoir un peu plus de place, parce qu'il y a des enjeux de diagnostic, d'aller un cran plus loin sur des due diligence, et que quelque part aussi des dimensions justement là, de direction de l'audit, on a plutôt là justement des préparations de missions de contrôle, et ce que je comprends, et peut-être vous laisser en dire un mot là-dessus, que aussi, Lumines, comme vous allez préparer tout ce qui a été cette automatisation, va permettre de faciliter quelque part le travail à tous les étages, si j'ai bien compris. Hein, Oui, tout à fait. Dans notre plateforme, l'un des points importants, c'est cette logique de end-to-end. Alors, on ne fait pas du end-to-end juste pour se dire on a envie de prendre l'intégralité. Mais on a vu que si on souhaite avoir un processus traçable, certifiable et auditable, c'est quand même plus simple d'avoir une plateforme qui va voir passer l'intégralité de ces flux. Donc, c'est plus simple d'intégrer un partenaire, voire même d'intégrer notre client dans le processus pour cette capacité de traçabilité finalement au final de certification. On a pas mal de certifications qui sont aujourd'hui cette capacité à transformer du physique en digital et que ce digital devienne la pièce réelle, c'est-à-dire que la suppression du papier par exemple, mais demain, on va peut-être pas jusque-là, mais la suppression de l'identité physique par une identité digitale, c'est le premier point. Et puis cette capacité d'efficacité entre les rubriques, c'est-à-dire cette maîtrise-là, d'aller réduire des coûts. On va pas se mentir, hein, on est quand même sur une logique de réduction de coûts sur un KYB par exemple entre 2 et 5 fois ce qu'on fait aujourd'hui un système manuel. Et puis notre capacité de volume qui nous permet globalement d'avoir des investissements, parce qu'on parle d'IA, mais on n'a pas encore parlé un peu de cette partie investissement. On sait que l'IA, il y a des gros investissements. Est-ce qu'il faut se lancer aujourd'hui ou pas? Les évolutions, elles sont encore assez fortes, c'est-à-dire technologiques. Lumines a investi depuis de nombreuses années à cette capacité de travailler sur des volumes, donc de mutualiser les coûts entre les clients, tout en gardant toute l'étanchéité qui est importante dans la plateforme. Donc c'est aussi cette partie-là qui va nous permettre d'apporter de la valeur tout en gardant la qualité et la performance. Merci Loïc. On va essayer de passer justement sur la troisième partie qui est finalement le next step, un peu je dirais, qu'est-ce qui est prévu demain. Et j'aimerais aussi avoir après quelques questions de l'assistance, si tu veux bien. Donc, en quelques minutes, commencer par Sébastien, ensuite Nathalie, parce que j'aimerais que tu reviennes là, sur le partenariat à 3BC. Mais juste, Sébastien, c'est quoi les prochaines transformations là, en quelques minutes que tu as pu observer de par ton expérience et les clients que tu as pu côtoyer, Banque et Assurance? Ouais. Alors, en effet, et tout ce qu'on vient de voir là, hein, c'est sur le contrôle documentaire notamment, c'est vraiment les sujets d'aujourd'hui. Si on ouvre un petit peu sur les sujets de demain, donc on va sortir un peu de la thématique de l'IA, mais ça va quand même vous donner des perspectives intéressantes. Le meilleur contrôle, c'est celui qu'on n'a plus besoin de faire, selon moi. Aujourd'hui, avec le cadre réglementaire EIDAS 2 qui vient d'être entré en vigueur le 20 mai dernier, on connaît déjà la fin de l'histoire. Donc Finnegan intervient sur la confiance numérique, c'est un de nos sujets d'expertise depuis de nombreuses années. On est au cœur de cette transformation-là et on accompagne beaucoup de clients sur ces next steps justement. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut anticiper ? Demain, on va arriver dans un monde où vos documents, on va sortir du document à contrôler pour aller dans un monde de données certifiées a priori à la main des citoyens qui vont pouvoir être communiquées à leur banque notamment, avec une approbation, hein, avec un consentement, de sorte que la banque va pouvoir récupérer ces données certifiées, structurées, sans passer par le document. Le contrôle va être fait en amont. Voilà, par un tiers externe. Par un tiers externe. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de ces mécaniques d'IA et des solutions comme Lumines, c'est-à-dire qu'elles vont être faites en amont et elles vont être mutualisées. Donc je vais dire un mot quand même sur EIDAS 2 pour illustrer le propos. Pour cette fin de l'histoire-là que je raconte,
elle est déjà prévue par cette réglementation qui vient d'entrer en vigueur et qui va apporter des deux éléments principaux par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire les wallets, la notion de wallet, c'est-à-dire un portefeuille qui est numérique, qui va être dans vos téléphones globalement, et qui va vous permettre d'héberger ces données structurées, certifiées, pour pouvoir les partager. Ça, c'est un apport de la réglementation qui les définit, et qui définit même une date pour les États qui est le jalon de mise en œuvre. C'est le 26 novembre 2026, c'est demain, le 21 novembre. Le 21 novembre 2027, dans la même réglementation, il est indiqué que les institutions financières seront dans l'obligation d'accepter cette source de données en lieu et place de ce qui pourrait être demandé. Concrètement, si demain, en 2027, j'arrive avec mon identité numérique dans mon wallet et que je veux m'identifier pour faire un crédit dans une banque, la banque ne peut pas me demander ma pièce d'identité physique. Ou souscrire à un contrat d'assurance aussi, j'imagine. Absolument. Tous les usages réglementés. Donc ça, on connaît la fin de l'histoire, elle est écrite, elle a été ratifiée, elle a été adoptée. Donc en termes d'impact, c'est colossal, évidemment. Sur les parcours clients, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour illustrer le truc un peu, ce serait... la banque va me générer un espèce de QR code, un QR code qui va contenir toutes les données qu'elle va me demander, que je vais scanner et qui va réveiller mon wallet sur mon téléphone. Je vais plus qu'à avoir... La banque souhaite avoir telle et telle et telle information. Êtes-vous d'accord pour les communiquer? Oui. Et fin du parcours. Ça, c'est le côté expérience client. Le côté back-office, c'est que vous allez avoir en GED des clients conformes qui n'auront pas de documents, plus de documents, avec des attestations d'attributs qui vont venir de tiers externes, des PSCO dans la réglementation, qui eux certifient les données, et vous allez avoir plus que ces attestations d'attributs structurés. Donc ça, c'est le point côté back-office. Et en termes de conviction, pourquoi c'est la fin de l'histoire? Parce que ça donne vraiment le parallèle avec le monde physique. C'est-à-dire qu'on va redonner les accès et la maîtrise des données aux citoyens en direct, qui vont pouvoir les communiquer de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vouloir confirmer mon identité, je ne vais pas être obligé de passer par l'identité numérique de la Poste ou un contrôle sur mon bulletin de salaire qui passe par un intermédiaire, Lumines par exemple, pour la confirmer à la banque. Ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui vais avoir cette donnée et je vais la donner directement. Donc c'est pour ça que c'est la fin de l'histoire. Et c'est pour demain. Voilà, donc bon, il y a quelques limites quand même rapidement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore exactement quand ce sera. C'est pas pour tout de suite. Quand ça existera, ce sera pas pour tout le monde non plus, parce que ça va coexister cette mécanique avec les pratiques existantes de contrôle documentaire. Ça va pas se faire l'adoption en une journée. Et les pratiques européennes ne seront pas forcément toutes homogènes tout de suite. Ça va mettre un petit peu de temps. Voilà sur les quelques points. Et du coup, une fois qu'on sait ça, qu'on le complète avec ce qu'a dit Julien, sur la partie accès aux données, vous allez avoir finalement plus que deux types de données demain. Celles qui sont personnelles et qui sont dans vos wallets, que vous allez pouvoir donner directement à vos banques, et puis celles que la banque vous demandera même pas parce qu'elle ira les chercher en direct avec la réglementation FIDA auprès d'une source de confiance. Et donc il n'y aura plus de documents, concrètement, ou peu de documents. Et donc je finirai par ça et ça fera la transition. Les acteurs aujourd'hui qui sont les plus avancés dans cette transformation, ceux qui l'ont anticipé, qui prévoient cette transformation qui va tout changer pour nous en tant que citoyens et puis pour les banques en tant qu'entreprises, les institutions financières, c'est ceux qui ont anticipé ça et qui prévoient la mise en place de ces wallets dès à présent, parce que 2027, à l'échelle de transformation de cette ampleur, c'est demain. Voilà. Et je laisse la main
pour illustrer ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur les wallets, qui certifie les wallets justement, parce qu'on va partager quand même cette donnée, mais aujourd'hui on en est où? Parce que pour moi c'est pas clair en fait cette partie-là. Ouais, alors rapidement, hein, mais t'as remis une pièce dans la machine. Une courte pièce. On a eu le timekeeper en face. Donc la courte pièce, en fait, là aujourd'hui on a le cadre réglementaire qui a été posé. Il y a 1 an qui a été donné pour mettre en place pour définir les exigences d'architecture interopérable au niveau européen. Donc ça va être un cadre européen qui est en train de se monter, et avec derrière encore 1 an pour décliner ça au niveau des pays et fournir les wallets. Donc globalement, au niveau français, pour illustrer, ça va être l'ANSSI qui va certifier ces wallets, au même titre que c'est eux qui ont certifié les identités numériques, qui sont en train de le faire, et qui vont donner le tampon pour l'utilisation de ça. Et donc là, vraisemblablement, le premier wallet étatique, il y aura plusieurs wallets potentiellement, le premier wallet étatique, ça va être France Identité, en fait, pour ceux qui l'ont déjà comme identité numérique aujourd'hui. Demain, il est vraisemblable que ça devienne un wallet et qu'il y a un écosystème de wallets qui se crée pour aller charger ces informations de revenus, ces informations de domicile, pour des usages plus privés, là où France Identité va sans doute s'orienter vers des usages plus régaliens. Le vote, on a pu voir il y a quelques jours qu'il y avait un premier cas d'usage très régalien, c'était la procuration de vote à travers France Identité pour les élections européennes. Donc la mécanique est en marche. Et c'est pour. Ce qui a un levier de transformation aussi, j'imagine, pour Lumines autour de l'identité numérique. Donc en 5 minutes, si tu peux parler pour qu'on puisse avoir des questions de l'assistance. En fait, c'est vrai que cette partie identité numérique, on sent bien que ça va changer quand même quelque part les usages et le processus KYC dans son ensemble. Donc nous, on a anticipé de pouvoir intégrer différents acteurs sur cette partie identité numérique, mais on a aussi choisi de pouvoir de monter un partenariat plus serré, plus robuste, avec une société qui s'appelle A3BC, qui propose d'ores et déjà, parce que tout le monde ne propose pas encore des wallets, donc qui propose d'ores et déjà un wallet avec évidemment la partie identité numérique, mais aussi avec la possibilité d'avoir des documents certifiés dans ce wallet sur des bulletins de salaire, un avis d'imposition, un justificatif de domicile, etc. etc. Et en fait, la vérification de conformité de ces documents dans le wallet d'A3BC, il est fait avec la solution Lumines. Donc on va dire que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant et voilà, et qui se nourrit en fait pour les deux acteurs. Et ce que je trouve intéressant quelque part, c'est qu'à la fois vous vous positionnez autour de l'identité numérique, voilà, la vérification de cette identité, et en même temps le contrôle du processus, donc même avant l'entrée en relation. Donc je pense que pour vous c'est un levier de transformation énorme et qui peut aussi être un levier de facilitation pour les banques et les assureurs. Ouais, complètement. On a commencé à créer des use cases qu'on a plaisir à vous montrer, sur notamment déjà l'intégration de wallet, voir le meilleur usage. On travaille aussi sur la partie usage dans nos systèmes et on a commencé déjà à démontrer aussi cet apport. Voilà, donc pour nous c'est un vrai levier, c'est pas la fin finalement mais c'est un vrai levier, c'est une vraie capacité à intégrer. Encore une fois, comme tu disais, la question est intéressante, c'est qu'est-ce qui mais ces acteurs qui fourniront ces wallets, c'est qui, comment? Ce que je disais, on avait un échange, je disais ok, ce sont des acteurs de confiance, mais la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Et vos établissements financiers, il va falloir remettre certainement des nouvelles IA sur des nouvelles analyses pour être capable des nouveaux analyses comportementales, se dire ok, qu'est-ce qui se passe avec ces instituts de confiance? Est-ce qu'à un moment il n'y a pas un dérapage et moi j'ai pas envie d'être le premier à me prendre le plus gros dérapage? Et ça, ce sera important et là, ça fait aussi partie des sujets, ces analyses-là, ce changement de paradigme et de vision. Et puis il y a quand même une réalité, c'est comme on disait, c'est qu'on va vivre
entre Je propose de digital terminer et du là-dessus physique. pour après Voilà, ouais. laisser la parole à l'assistance. En tout cas, je tenais à vous remercier personnellement là, justement, pour le dynamisme aussi et la passion que vous avez mis à la fois dans la présentation des enjeux, la présentation des cas qui sont assez diverses et qui couvrent, je pense, une partie des préoccupations là, de l'assistance. Donc j'aimerais, si certains ont des questions ou que vous aimeriez poser, donc n'hésitez pas à le faire. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir des précisions? Je vais me déplacer. Si vous pouvez vous présenter aussi pour l'assistance. Bonjour, Nadège Barbe. J'étais anciennement BNP Paribas, je suis dans une autre vie aujourd'hui. J'ai une question sur l'analyse des documents. On a vu que donc bientôt il n'y en aurait plus, ça me rassure quelque part. Un intermédiaire, il y a des documents qui sont traités par IA. On voit bien que l'IA apprend. On voit bien que du coup, forcément, un peu comme ChatGPT, il y a de la génération de faux documents. Et comme on a vu, il y a du contrôle qui se fait et hop, tout de suite après, il y a la génération d'une nouvelle IA qui va créer le fait qu'on ne puisse plus voir que c'est une IA qui a créé. Comment vous voyez les choses au niveau de la conformité? Parce que c'est un peu un cercle vicieux où on va toujours aller vers une fraude jusqu'à la disparition complète des documents. Ouais, alors oui, tout à fait. Ce qu'on appelle chez nous les identités synthétiques, hein, c'est-à-dire finalement on crée des fausses identités et donc ce sont des IA qui ont créé ça, qui ont créé les vidéos. Enfin, il y a eu, c'est quoi en Chine là dernièrement, une fausse IA qui est allée chercher 25 millions de dollars sur un virement, par exemple. Donc oui, il y a des cas comme cela. C'est principalement sur la partie comportementale qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire le fait de se dire, il y a ils vont à chaque fois nous dépasser à un moment. La question c'est de réduire ce temps le minimum et d'être capable dès qu'on a un levier, de mettre un expert. C'est vrai qu'il faut garder vraiment l'humain comme cet expert sur tous ces cas, parce que malgré tout, elles ont des défauts, elles ont des analyses, et on travaille aussi sur cette partie-là. C'est vrai que la fraude, le travail sur la fraude, c'est un brique importante pour nous, parce que tout ce qu'on travaille d'un côté, on sait que ça peut être généré de l'autre. Et donc, on a aussi cette brique d'analyse de fraude qui est aussi une veille à l'IA. Mais il y a aujourd'hui des IA qui essaient de détecter des IA, donc on a des travaux de ce type-là, par exemple. Mais de toute façon, c'est une course, hein, c'est le gendarme et le voleur. Mais en tout cas, voilà, c'est une obligation aujourd'hui de travailler là-dessus aussi, c'est-à-dire de ne pas juste se dire c'est super traitement, il faut aussi travailler de l'autre côté. Et c'est pas parce que finalement on sera full digital demain que une IA ne prendra pas la place de quelqu'un. C'est pas, ça vous garantit pas ça non plus. Okay, ça vous garantit juste que que effectivement vous avez une identité digitale. Si demain une IA arrive, elle pourra potentiellement générer pareil un comportement humain de connexion et de faire les travaux. Ça sera peut-être même encore plus facile si ça, mais bon, on est plutôt confiant aujourd'hui sur toutes les règles qu'on a mis en place. Hein. Nous, l'Europe. Et c'est aussi, je dirais, un apprentissage qu'on continue. Est-ce qu'on a une seconde question? Monsieur, juste derrière. Question rapide, réponse rapide. J'ai été auditeur interne branche dans une multinationale qui travaille dans toute l'Europe. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que la fraude, en fait, elle n'est pas comptabilisée. Donc, vous n'avez pas d'informations, en fait. Et c'est ça qui est dur à trouver. C'est vrai que y a pas, on parle pas de vérité terrain, c'est-à-dire l'apprentissage sur la vérité terrain de la fraude, c'est très compliqué. C'est-à-dire on a beau travailler avec des établissements bancaires qui jouent le jeu, ce qui nous donne pas effectivement, c'est leur cas de fraude. C'est pas donc on a d'autres modèles qui vont aller justement chercher des cas atypiques, et donc et de ces modèles-là, on partage après là-dessus et on arrive effectivement à créer des cas où on crée aussi des fraudes synthétiques, c'est-à-dire des données synthétiques frauduleuses qui nous permettent d'apprendre. Mais c'est pour ça qu'on a une cinquantaine d'ingénieurs qui sont et que ça se prend pas avec uniquement une toute petite. Il y a énormément de choses autour. On peut pas juste faire effectivement de l'IA. Mais vous avez raison, c'est les établissements, on a rarement la vérité terrain sur la fraude. Je le conçois. Et le deuxième truc, c'est la fraude au président. Donc quand c'est en interne et que ça respecte absolument toutes les procédures, ça passe au travers. Hein. Donc moi, je connais un cas où il y a eu 4 millions de détournés.
Donc une fois que c'est fait, encore aujourd'hui, vous pouvez essayer de rattraper le virement, mais demain, si c'est la blockchain, c'est terminé. Après, je pense qu'effectivement, bon, pour répondre sur ce type de questionnement, enfin, je pense aussi quand ce que évoquait Julien sur la partie transaction, c'est là où il y a aussi après des enjeux de biométrie qui peuvent se poser avec des solutions partenaires ou. En fait, sur la question où vous dites demain ça sera en blockchain, non, au contraire, vu que tout est inscrit dans la blockchain, tout est traçable, on retrouvera tout justement. Enfin, c'est le concept justement de la blockchain où on peut tout tracer. Là, on arrive à tracer des transactions qui ont eu lieu il y a plusieurs années, des fraudes. Donc là, je suis pas d'accord avec vous. Sur. Vous donner le contre-exemple. Cette semaine, il y a eu Warren Buffett, sa société à la bourse de New York, qui a baissé de 99%. Donc la bourse a décidé d'annuler toutes les transactions qui avaient été opérées. Si ça avait été en blockchain, ça n'aurait pas été possible. On aurait une annulation dans le blockchain. Par contre, on aurait toujours la trace. Ouais. Non, mais vous auriez la trace, mais vous n'auriez pas pu annuler les opérations. On aurait fait un mois comptable. Tu veux peut-être compléter, Sébastien, si tu as une position là-dessus. Alors, pas forcément sur le cas de la blockchain, mais par rapport au cas de fraude, moi j'ai la conviction qu'au-delà du fait qu'il soit bien implémenté, le modèle anti-fraude qui a le vent en poupe et qu'on ne sait pas forcément encore comment le frauder aujourd'hui, c'est le plus moderne. Il n'est pas implémenté encore à sa juste valeur, mais aujourd'hui, si on se dit qu'on arrive à mettre en place des identités numériques qui sont nativement à un niveau élevé au sens eIDAS, avec contrôle en plus NFC, de sa pièce d'identité physique qui a un élément cryptographique dessus, c'est ce que propose François Identité au niveau élevé, et que ça permet de vérifier l'identité de la personne. Donc ça veut dire qu'on a quand même la possession à la fois d'un téléphone certifié, d'une pièce d'identité physique, donc la fraude elle est forcément assez locale. Donc ça c'est sur l'identité, et après, une fois qu'on a vérifié à un niveau élevé l'identité, si on arrête de faire confiance au client et qu'un peu à la Dr House, on lui pose surtout pas de questions, on va chercher directement dans des sources de confiance, la boucle est bouclée, quoi. On verrouille l'identité à un niveau très élevé qui fait que c'est difficilement imaginable aujourd'hui de voir comment on peut le frauder. Et derrière, on va chercher des données certifiées sans passer par le client qui soit nous ment, soit se fait frauder. Directement auprès des sources de confiance, on est dans un écosystème de confiance qui est quand même demain, enfin tel qu'il est prévu, même s'il n'est pas encore implémenté, j'en conviens, qui est à un niveau un peu fraude-proof quoi quand même. Hein. Et si je peux me permettre pour donner justement sur ces éléments d'innovation, donc j'ai dans l'écosystème effectivement d'innovation, il y a des réflexions qui sont aujourd'hui en cours, par exemple en Suisse, notamment au niveau de l'EPFL, autour de la reconnaissance veineuse en 3 dimensions, justement pour être capable de s'appuyer sur la veine, par exemple, pour certifier l'utilisateur, et donc d'être capable, donc il y a une chance sur 3,8 milliards d'avoir quelqu'un qui a le même réseau veineux que vous, et donc ils vont détecter le tracé veineux, ils vont détecter la densité de la veine pour être capable de venir certifier que c'est bien cette personne-là dont vous parliez de la fraude au président, et on va être sûr que c'est bien celle-ci et qui va s'interfacer avec des solutions de type Lumines pour encore s'assurer sur le volet transaction que c'est bien la bonne personne et venir rajouter en plus de tout ce que Sébastien et Nathalie et Loïc ont expliqué, se rajouter en plus de l'identité numérique. Donc effectivement, je pense qu'on a quelque part les méchants progressent vite, et il faut que la police aussi progresse d'une certaine manière, et donc c'est forcément une course contre la montre à chaque fois, mais en tout cas du point de vue de l'innovation, aujourd'hui voilà, sur ces sujets-là, la création de la plateforme, les identités numériques, cette notion de reconnaissance veineuse en 3D sont des choses, par exemple, qui, in fine, demain, vont, on va dire, je pense, garantir de la traçabilité, mais il n'y a pas de pensée magique, effectivement. Il y avait une autre question derrière. Oui, bonjour, François Schulz, Rosas Conseil, j'étais BNP Paribas aussi avant. Vous avez beaucoup parlé de contrôle documentaire, en fait, avec les outils existants. Je voulais savoir où en était l'état de l'art sur, ensuite, l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous les documents, vous évaluez votre client. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui automatisable ou pas, aujourd'hui, à l'état de l'art ?
Alors aujourd'hui, on va gérer. La première partie, c'est on parlait beaucoup de documents. Aujourd'hui, quand on parle justement de cette plateforme l'IA, elle va nous permettre aussi de traiter la complétude et derrière cette complétude, l'analyse. Et ça, on arrive à le faire effectivement automatiquement. C'est-à-dire qu'on arrive à traiter un flux globalement complet. Et puis après, si on a besoin d'aller chercher, et là, c'est des scorings sur la confiance de l'entreprise. Par exemple, si on traite c'est surtout c'est intéressant dans les personnes morales, que ce soit d'ailleurs partout en Europe. Aujourd'hui, on parle de la solution qu'on a en France, mais elle se déploie en Europe. Effectivement, cette partie-là, on arrive à effectivement ramener et analyser, remonter un score global de confiance. Maintenant, on laisse la charge nous, on est prestataire là-dessus, de définir quels sont les seuils. Qu'est-ce que vous appelez la confiance pour un tel ou tel établissement? Par exemple, vous dites qu'il est low risk, medium risk, exactement, high risk. Ouais. Et on peut changer finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de fait d'avoir comme ça cette plateforme d'intégrale, de se dire que si vous passez d'un low risk à un high risk, vous rechangez totalement le workflow d'analyse, la communication que vous allez avoir, et on va s'adapter. Et le côté adaptatif, il est aussi important de pouvoir reboucler. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un peu cette vision globale. C'est pour ça qu'on appelle ça des verticaux métiers. C'est-à-dire finalement, on va brancher nos briques, un peu de Lego, pour générer des verticaux métiers qui répondent à cette problématique aussi de relancer la machine dans ces analyses-là. C'est un complément, Sébastien Oui, juste sur la partie, et ça c'est sur la partie LCBFT, sur le scoring. Après, moi ce que je constate aussi, c'est qu'il y a pour la suite sur l'octroi, sur tout ce qui est scoring financier sur l'octroi, là pour le coup, il y a des prestataires qui le proposent. Je ne crois pas que l'UMS le propose. C'est un métier à part entière et les prestataires qui le proposent ont beaucoup de mal à le vendre, puisque c'est quand même le cœur métier des banques, ces systèmes de scoring d'octroi. Et même si elles sont très friandes d'aller mettre tous les inputs certifiés, comme on vient de le dire, ce truc-là, je le vois pas trop externalisé pour le coup. Nous, c'est pour ça, on se dit, on va plutôt vous réduire la masse un peu embêtante de tout ce qui est traitement de base, pour aller vous focuser sur votre cœur de métier. Et on ne cherche pas à rentrer dans le cœur de métier, qui est effectivement l'analyse financière finale ou l'accord. Pourtant, ce serait une source d'économie importante d'automatiser l'analyse financière, par exemple, sur la base de bilans qui sont normés. En France, les bilans sont totalement normés. Ouais, mais là, on pense effectivement que aujourd'hui, les banques ont tous des laboratoires, des data scientists, et que c'est là-dessus qu'il vaut mieux pour nous qu'elles se focalisent sur cette partie-là que sur cette phase transitoire du document physique papier qui finalement est transitoire et sur lequel on pense qu'il vaut mieux l'externaliser aujourd'hui. Effectivement, compléter aussi de par ce que j'ai pu voir lors de mes interventions sur différents établissements bancaires ou même assurantiels, mais plutôt bancaires. Il y a 3 choses qui se dégagent de ce point de vue-là. Le premier, c'est soit le scoring, quelque part, il est très lié aux données comportementales aussi, parfois donc sur l'analyse aussi des transactions, parce qu'il y a à la fois l'analyse bilancielle avec, comme vous le disiez, à juste titre, qui peut coûter du temps, mais les établissements ont fait le choix tous, soit de le garder en interne pour les plus gros, pour les plus petits, ils vont passer par des solutions de place sur cette analyse bilancielle, et c'est très lié au modèle de risque, en fait, notamment. Et il y a aussi un autre sujet qui marche très bien de ce que j'ai pu voir, justement sur les scores prédictifs à l'octroi, où en fait des clients ont développé des approches où ils vont analyser leur portefeuille de clients sensibles ou en défaut, par exemple, pour détecter des patterns, c'est-à-dire sur des attributs, et sur la base de ces patterns qui ont été détectés, vu les volumes effectivement de clients, donc d'un point de vue mathématique, statistique, c'est relativement robuste, et ils vont les appliquer au moment de l'entrée en relation pour regarder simplement les clients qui ressemblent à ceux qui ont été en fait sensibles ou défaut. Et ils vont ensuite le rattacher donc tout au long de la chaîne de valeur, de l'entrée en relation jusqu'à la fin du processus, jusqu'au déblocage et dans le cycle de vie, avec l'analyse des transactions et avec justement l'analyse d'un point de vue conformité, où effectivement on sait qu'un client qui était low risk peut passer medium risk ou high risk en fonction soit de la transaction, soit des documents en fait qu'il a proposés, ou alors effectivement de sa donnée comportementale. Donc c'est cette bijection, je dirais, entre à la fois la dimension risque elle-même, la dimension conformité et le comportement du client.
Il y avait un dernier point, monsieur, qui voulait intervenir. Le micro qui est juste là. Voilà, en quelques Je voulais vous interroger sur l'incidence que va avoir l'informatique quantique sur vous. Je crois que celle-là, on me la donne. C'était la question. Alors, l'incidence, elle est sur... Alors, aujourd'hui, la plupart des systèmes vont être de crypto, sont robustes au quantique. On n'a pas attendu la quantique, on a tous préparé depuis déjà plusieurs années cette capacité d'être robuste au quantique en termes de sécurité, de crypto, de cette partie-là. Ça va amener des opportunités, mais on parlait plutôt des risques, mais ça va aussi amener des opportunités, notamment sur les analyses. On va être capable de travailler encore sur des plus grosses masses de données. Et sur la partie risque, les technos qui sont prévues aujourd'hui sur les deux, elles sont robustes en quantique en termes de crypto et de données. Donc il n'y a pas un risque majeur identifié aujourd'hui sur cette partie-là. Maintenant, c'est comme les IA, on ne sait pas ce qu'elles nous promettent demain. Donc, mais à date, c'est pas aussi critique que ça, côté en tout cas données sur la partie identité, par exemple, ou cette partie wallet dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a peut-être aussi un point de limitation, si je peux me permettre, sur l'informatique quantique, c'est aussi les capacités de calcul. Donc, dans le sens où, au niveau d'entre les puces électroniques, enfin les CPU, les GPU, aujourd'hui, on sait, voilà, il y a des enjeux d'approvisionnement physique aussi, et on le voit avec notamment, je prends le cas de Nvidia, où je sais qu'il y a beaucoup de startups qui se sont montées, parce que Nvidia est aussi, par exemple, confronté à des dimensions d'approvisionnement pour pouvoir construire en fait les éléments physiques à mettre dans les supercalculateurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives en fait pour l'utilisation de modèles IA qui sont capables de s'interfacer avec des technologies existantes en fait qui capitalisent sur la CPU, parce qu'on a des clients qui se disent, et ce que disait Loïc, je pense tout à l'heure, chouette, on veut bien investir sur des LLM, mais il faut entraîner les modèles, il faut avoir les supercalculateurs, et pour pouvoir les avoir, il faut avoir les machines, et ils sont bouclés par le physique, donc, et les moyens évidemment. Donc l'informatique quantique, et je dirais, on va dire, un peu le mythe de Skynet qui va en fait révolutionner tout ça. Pour moi, je pense que c'est pas demain ni après-demain, et pas pour tout de suite. Non, on est d'accord. Écoutez, je vous remercie sincèrement déjà pour votre attention. Je tenais à remercier les différents experts pour d'avoir partagé vos convictions. Merci encore à Finance Innovation et Lumines de nous avoir reçus ce matin. Merci à Alexandre et son équipe pour toute l'organisation. Donc, bonne fin de journée, merci à tous, et on vous dit rendez-vous très prochainement, et on pourra continuer les échanges là dans la phase de networking. Merci.